On va commencer. Je pense que les gens ont eu le temps, voilà, de se connecter. Donc, bonjour à tous. On est ravis avec l'équipe de gestion de vous présenter le premier webinaire Quarks. Quarks, on est une société de gestion enregistrée PSAN, prestataire de services sur actifs numériques. Et on propose aux professionnels du patrimoine, les conseillers en gestion de patrimoine, conseillers en investissement financier et family office, de permettre à leurs clients de diversifier leur patrimoine avec la crypto-monnaie par le biais d'un mandat de gestion. Quand on a construit l'offre en 2022 avec justement les professionnels du patrimoine, on leur posait une question. C'était pourquoi vous ne recommandez pas la crypto-monnaie à vos clients? Et la première réponse qui est ressortie, c'était il y a un manque de connaissances sur le sujet est trop technique. Donc, on a souhaité, avec Quarks, adresser ce problème, et ça passe notamment par ces webinaires. Le premier, bien évidemment, tout comprendre sur Bitcoin et la blockchain. Pour présenter l'équipe de gestion rapidement, donc je suis Marc Lécorché, président et cofondateur de Quarks. J'ai travaillé pendant 13 ans en finance traditionnelle en tant que gérant de portefeuille chez B Capital, qui est devenu Ports-en-Par, et durant les 7 dernières années, de 2015 à 2022, chez Rothschild de Martin Morel. Et j'ai obtenu le CFA en 2016. Didier, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ouais, Didier Goffert, j'étais un camarade de promotion en master marché financier de Marc. J'ai travaillé aussi dans la finance traditionnelle chez BNP Paribas à Luxembourg en tant que conseiller en investissement. Par la suite, en Allemagne, à Berlin, dans des rôles différents pour des fintechs, mais dans tout ce qui est crypto, Web3, depuis 2016, j'étais directeur général d'une société de conservation d'actifs numériques en Allemagne qui a été la seconde à obtenir une licence bancaire pour ce type de service. Et depuis on va dire, 1 an et demi avec Marc dans l'aventure Quarks. En tant que gérant de portefeuille associé. Exactement. Théo? Bonjour à tous, donc Théo Robert, analyste financier actuellement chez Quarks depuis maintenant presque 1 an. Ingénieur de formation sur Lyon et Paris, j'ai notamment participé à l'élaboration du code de l'algorithme qu'on utilise ici chez Quarks. Merci Théo. Du coup, le programme d'aujourd'hui, on va essayer de faire ça rapidement puisqu'on a 45 minutes. C'est de voir comment est apparu Bitcoin et on va voir qu'il n'est pas sorti du chapeau. Les fondements techniques de la blockchain sous l'angle de Bitcoin et des questions qui reviennent souvent chez les professionnels du patrimoine et aussi chez les clients. Les controverses sur le Bitcoin avec notamment l'environnement et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. On fera aussi un point sur une comparaison avec l'or pour clôturer tout ça. Donc, comment est apparu le Bitcoin? Je laisse la parole à Didier qui va nous faire un point, une rétrospective sur les 40 dernières années. Ouais, merci Marc. Encore une fois, l'idée pour nous, c'était aussi de vous introduire à Bitcoin et son innovation, mais aussi de montrer que ce n'est pas une innovation qui est sortie du chapeau tout d'un coup en 2008 ou 2011. Il y a beaucoup d'histoires, beaucoup d'avancées technologiques qui ont permis justement l'apparition de Bitcoin. Donc, on voulait juste retracer quelques-unes, certaines d'entre elles, celles qu'on juge les plus importantes, avec les fondements dans les années 70, les fondements, on va dire, techniques, technologiques, avec les protocoles TCP/IP qui permettent justement à des ordinateurs de communiquer entre eux sur un réseau. Donc, c'est une sorte de, on va dire, pour simplifier, de système postal de l'Internet, donc qui garantit que les informations sont envoyées à leur destinataire en toute sécurité. Donc ça, c'est 1974, début des années 70. En 78, on a la cryptographie asymétrique. Donc l'idée, c'est que on arrive à communiquer, les ordinateurs arrivent à communiquer sur des réseaux entre eux. L'idée, c'est maintenant vraiment de sécuriser les informations pour qu'une tierce partie n'ait pas accès à des informations jugées sensibles comme des transactions financières ou autres. Donc voilà, c'est ce qui permet justement d'échanger des informations maintenant de façon digitale et sécurisée sur ce qui va devenir Internet. Donc ça, c'est les fondements technologiques, les années 70. Et ensuite, par la suite, on a pas mal d'expérimentations avec, on va dire, l'apparition petit à petit d'Internet, mais on a des expérimentations sur la base de ces technologies, de monnaie numérique, de monnaie d'Internet, on va dire, même si c'était les débuts, avec DigiCash en 1989. Donc là, on a juste constaté que c'était un peu trop tôt. Internet et l'ère numérique n'était pas encore ce qu'elle est devenue dans les décennies suivantes. Mais on a eu différentes expérimentations qui ont échoué pour différentes raisons, que ce soit
DigiCash, eGold, BitGold. Il y a toujours eu un souci, soit on était trop tôt, soit le régulateur n'a pas apprécié ces tentatives-là, soit il n'y a pas eu d'adoption du côté utilisateur. Donc, il y a eu beaucoup d'échecs, mais ces échecs ont amené par la suite le développement de Bitcoin. Et la petite histoire, c'est que le terme de blockchain est arrivé par contre seulement au début des années 90. Et la première, on va dire, blockchain, ce qu'on appelle blockchain soi-disant papier, mais c'était le New York Times qui l'avait introduite. Et à l'époque, ce n'était pas une notion de blockchain. Il ne l'avait pas appelé en tant que blockchain, mais c'était vraiment un système qui permet justement aux utilisateurs de retrouver toutes les versions historiques des éditions du New York Times de façon encore une fois sécurisée, mais aussi d'une manière à ce qu'une partie tierce ne puisse pas accéder et modifier les articles. Cette notion d'authenticité et d'intégrité qui est aussi propre à la blockchain. Et tout ça continue jusqu'à l'apparition, on va dire, plus proche de nous, en 2008, avec le white paper de Satoshi Nakamoto, qui met toutes ces notions techniques, ces expérimentations ensemble pour proposer ce système de monnaie numérique de pair à pair, donc le lancement de Bitcoin juste après la crise financière de 2008. Donc, encore une fois, voilà, le white paper, donc le papier qu'a publié Satoshi Nakamoto qui montrait un peu les détails ou qui définissait Bitcoin a été publié en octobre 2008, juste après la crise financière ou pendant la crise financière. Donc, un papier très court, une dizaine de pages, qui expliquait quels étaient les fondamentaux techniques encore qui ont été repris et quelles ont été les inspirations de Satoshi Nakamoto pour la mise en place et le lancement de ce nouveau produit. Donc, c'est vraiment l'objectif. Didier, ouais, ce qui est intéressant, c'est vrai que Satoshi Nakamoto, on ne sait pas qui c'est. Et quand on voit la frise juste avant, ça peut être les usual suspects qui sont nommés, David Chaum, Wade, qui ont tous contribué à Dambach, qui ont tous contribué à établir des briques de Bitcoin. Et c'est vrai qu'on ne le saura peut-être jamais. C'est ce qui fait aussi la force de Bitcoin, ce côté anonyme. Oui, tout à fait. On a eu beaucoup de contributeurs et c'est aussi la magie de l'open source. Il y a des contributeurs, certains sont anonymes, certains sont publics, mais c'est vrai que le créateur, on ne le connaît pas, on ne connaît pas son identité. On a des suppositions, des présomptions, mais on ne le connaît pas avec certitude. Donc, encore une fois, l'objectif était de créer un réseau décentralisé de pair à pair. Et l'idée, c'est vraiment de réaliser des paiements en ligne sans passer par un intermédiaire financier qui va prendre sa commission ou autre, parce que la technologie le permet tout simplement. Donc, en couplant, on va dire, cryptographie asymétrique, proof of work, mais aussi l'émergence et l'existence des protocoles qui ont permis l'apparition d'Internet. Ça nous a permis la création en 2008 de ce nouveau concept de Bitcoin, cette monnaie numérique. Blockchain numérique, ouais. C'est là vraiment la force de Bitcoin, c'est qu'il a réussi à allier toutes les technologies qui avaient été utilisées, mais pas toutes ensemble, et de réussir à faire Bitcoin la première blockchain numérique. Donc du coup, sur les fondements techniques de la blockchain sous l'axe de Bitcoin, si on devait imager ça pour que ce soit le plus clair possible pour les auditeurs, la blockchain, c'est en fait un grand journal, donc ça serait un fichier Word où vous avez toutes les transactions qui sont enregistrées et ce fichier Word, il est disponible pour tout le monde et consultable par tous. Et à côté de ça, la blockchain, ça va être une suite de fichiers Excel qui vont s'ajouter à chaque fois qu'il y a un nouveau bloc. Actuellement, je crois qu'on a 830 000 blocs sur Bitcoin. Et donc, du coup, dans chaque bloc, vous avez les transactions qui sont réalisées toutes les 10 minutes pour Bitcoin et qui viennent s'inscrire après dans le grand journal. Donc, du coup, qui sont consultables par tous. Ce fichier-là est partagé par tous les participants et validé par tous les participants, ce qu'on appelle les nœuds validateurs et les mineurs. On va voir pourquoi c'est important, justement, pour la sécurité et notamment éviter le système de double dépense. Et c'est un réseau pair à pair, c'est-à-dire que moi, je peux envoyer de l'argent à Didier ou à Théo sans passer par une banque et ça de façon complètement digitale et dématérialisée. Je ne sais pas si tu vas en parler plus tard, Marc, mais on parlait aussi de révolution comptable, dans le sens où on a toutes les parties qui peuvent vérifier de façon indépendante la validité des transactions, ce qui est un grand changement par rapport aux normes comptables qu'on connaissait. Exactement, ouais. C'est vrai que pour vous compreniez bien, et on le voit dans le principe de la double dépense,
parce que quand on est sur une création numérique, c'est facile de faire un copier-coller. Pour éviter ça, justement, le grand journal est partagé par tout le monde, est validé par tout le monde, mis à jour à chaque nouveau bloc. Et la cryptographie asymétrique, Didier en a parlé un petit peu, ça peut paraître très complexe, mais on va essayer une fois de plus de l'imager. C'est le principe d'une boîte aux lettres. Et donc, du coup, votre boîte aux lettres, ça va être votre clé publique, c'est-à-dire qu'on peut vous envoyer du courrier dedans, on peut vous envoyer des bitcoins très concrètement, et votre clé privée, c'est la clé qui va vous permettre d'ouvrir la boîte aux lettres et de pouvoir récupérer votre courrier. Et donc, ça fonctionne comme ça. Quand moi, je vais envoyer des bitcoins sur une adresse publique qui est détenue par Didier, s'il ne détient pas la clé privée, il ne va pas pouvoir avoir la jouissance de ces bitcoins-là. Alors, pourquoi Bitcoin, qui est la première blockchain numérique, est aussi en vue et a autant de valeur? Parce que l'émission, il y a des caractéristiques de Bitcoin qui font qu'il y a une sorte de rareté, et donc c'est une réserve de valeur numérique. Le nombre de bitcoins est limité à 21 millions. On sait déjà que 90% de l'offre actuellement est illiquide. Il y a à peu près 2,1 millions de bitcoins disponibles à l'achat sur les exchanges. Bien évidemment, on retrouvera de la liquidité quand le bitcoin se rapprochera des 100 000 euros. Il y aura des gens qui voudront vendre. Pour autant, vous avez des bitcoins qui ont été perdus. Le 1 million de bitcoins générés au début par Satoshi Nakamoto n'ont pas bougé depuis le début. On peut considérer qu'ils sont comme perdus. Sur Bitcoin, vous avez une émission de blocs toutes les 10 minutes et il fonctionne avec cette fameuse preuve de travail. Et donc, dans la preuve de travail, on rencontre des mineurs qui vont venir sécuriser le réseau. C'est un point important parce que ça va faire partie aussi de la controverse qu'on va adresser tout à l'heure. C'est vraiment les mineurs qui consomment de l'énergie pour sécuriser le réseau et justement avoir une certaine rentabilité pour faire ceci. Et donc, on se rend compte que les mineurs sont professionnels puisque ce sont des grandes sociétés cotées en bourse pour la plupart et ils investissent des milliards par an pour sécuriser le réseau. Il y a un choc d'offres qu'on appelle le halving qui va avoir lieu, je crois, dans une vingtaine de jours, qui a lieu tous les 4 ans et qui va venir diviser par 2 le nombre de bitcoins. De ce fait, on a une très bonne visibilité sur l'émission monétaire de Bitcoin jusqu'en 2140, ce qui en fait aussi une valeur prédictive. On peut avoir des prédictions assez fines puisqu'on voit l'évolution de l'inflation monétaire, ce qui est complètement différent des banques centrales où on voit qu'on a imprimé aux États-Unis plus de 50% des nouveaux dollars depuis la crise du Covid. Et enfin, pour ceux qui se poseraient la question, est-ce que je suis obligé d'acheter un Bitcoin entier? Non, le Bitcoin est divisible au 100 millionième, donc un 100 millionième de Bitcoin, c'est un Satoshi. Donc un bloc, quelle est son identité? Il a une empreinte numérique et il est défini par la fonction de hash. C'est un petit peu technique, mais c'est ce qui permet de trouver la solution pour valider un bloc que les mineurs font. Et elle a une particularité, c'est que l'inverse est possible, ce qui permet de bien sécuriser le réseau. Donc, comment éviter la double dépense? Et c'est là où c'était la faille dans un monde numérique, de ne pas pouvoir doubler et dépenser 2 fois le même Bitcoin. Quand vous partagez, on va dire, à tout le réseau, l'état du système, si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui essaye de dépenser 2 fois plus de Bitcoin qu'il ne détient, le bloc est rejeté par la communauté. Et le mineur qui l'a proposé, ce bloc, s'il propose à nouveau un bloc, il va être exclu du réseau des mineurs. Donc, sur le réseau Bitcoin, on a des mineurs, c'est le système de proof of work, preuve de travail. Ils sont tous en compétition pour résoudre et trouver le prochain bloc. Si ils arrivent à résoudre l'équation en un temps imparti, à peu près 10 minutes pour Bitcoin, ils vont être récompensés de 6,25 Bitcoin actuellement, et on va passer à 325 dans quelques dizaines de jours. Et plus il y a de mineurs, plus le réseau est sécurisé, mais ce qu'il faut savoir, c'est que plus la difficulté augmente. Et donc, c'est une difficulté qui est adaptable pour permettre justement d'avoir cette émission
jusqu'en 2140. Et donc, pour qu'un bloc soit valide, il faut qu'il y ait les transactions valides, qu'il y ait l'empreinte du précédent bloc et la preuve de travail effectuée par les mineurs. Les controverses sur le Bitcoin, elles sont nombreuses. On le sait tous, la consommation d'énergie en est la première. Pour autant, il y a des statistiques qui ne trompent pas. La part d'énergie renouvelable utilisée par les mineurs de Bitcoin est supérieure à 53%. Ce qu'il faut savoir, c'est que les mineurs vont chercher l'énergie la moins chère possible. Donc, du coup, vous ne trouverez aucun mineur dans le centre de Manhattan, dans le centre de Paris et dans les grandes villes. Les mineurs ne vont pas consommer l'énergie qui est disponible pour les êtres humains sur cette terre. Ils vont consommer de l'énergie qui sont issues des surplus des énergies renouvelables ou dans des endroits reculés où il n'y a pas forcément de besoin. Ce qu'il faut savoir, c'est que Bitcoin ne rejette aucun gaz directement, puisque ce sont des machines, ça produit juste de la chaleur. Et on va le voir, même dans certains cas, Bitcoin réduit l'empreinte carbone des producteurs de pétrole aux US en venant consommer le méthane issu de la fracturation de la roche. Et donc, du coup, ces gaz qui normalement sont torchés, c'est-à-dire brûlés, et le méthane se transforme en CO2, mais ça pollue énormément et détruit la couche d'ozone. Là, les mineurs viennent sur ces champs, récupèrent le méthane, qui est 80 fois plus nocif que le CO2, il faut le savoir, le transforment en énergie et mine. ExxonMobil l'a très bien compris et s'est associé en 2022 à Crusoe Energy pour justement miner du Bitcoin, réduire son empreinte numérique en sécurisant le réseau le plus sécurisé au monde et du coup en rentabilisant cette activité-là. Autre chiffre intéressant, 0,26%, c'est la part de la consommation d'énergie de Bitcoin dans la production totale d'énergie mondiale. Donc, une fois de plus, vous avez certainement dû voir des articles de médias peu objectifs sur Bitcoin. Il y en a un qui était particulièrement savoureux, c'était celui de Newsweek en 2017 qui annonçait que Bitcoin allait consommer l'entièreté de l'énergie produite dans le monde 3 ans plus tard, c'est-à-dire en 2020. Bien évidemment, il n'en est rien, on a toujours de l'électricité et Bitcoin est resté sur ces niveaux de 0,26. Pourquoi ? Tout simplement parce que le réseau a été beaucoup plus sécurisé, mais vous avez eu aussi une efficience un peu plus importante des machines qui consomment moins d'énergie pour plus de puissance. Et donc, du coup, pour illustrer vraiment ça, de l'énergie, en fait, c'est pas le problème. On en a partout sur cette terre. Et il y a même énormément de déperditions qu'on pourrait récupérer. Les pertes d'électricité sur le réseau de transmission et distribution aux États-Unis, on pourrait faire fonctionner 1,2 fois le réseau Bitcoin si on utilisait cette énergie-là. Le fameux gaz torché, il faut savoir que c'est 688 terawatts, on pourrait faire fonctionner 4 fois le réseau Bitcoin et réduire l'empreinte carbone, c'est-à-dire avoir une empreinte carbone presque négative sur Bitcoin si Bitcoin venait à être 100% là-dessus. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Comme on le dit, on est à 53% d'énergie renouvelable et ça a vocation à augmenter ce chiffre-là, puisqu'on le voit, il y a plein de producteurs d'énergie renouvelable qui s'intéressent fortement à utiliser Bitcoin pour stabiliser leur réseau. C'est le cas au Texas, où vous avez des gigafermes solaires et éoliens qui, elles, ont besoin justement de récupérer un prix plancher de l'énergie. Ce qu'il faut savoir, c'est que 25% du temps, l'énergie au Texas est négative parce que justement, il y a des surproductions d'énergie massives. Et enfin, en Chine, alors la Chine a interdit le minage de Bitcoin en 2021. Pour autant, ils l'utilisaient pour éviter le délestage lors des périodes de mousson sur les barrages hydroélectriques. Sur la partie LCDFT, donc lutte contre le blanchiment d'argent et financement du terrorisme, Bitcoin n'est pas anonyme, il est pseudonyme, c'est-à-dire que vous vous cachez derrière votre clé publique. Et ce qui a été prouvé, c'est que grâce à la transparence de la blockchain, à chaque fois, on a pu retrouver les personnes qui étaient issues des activités illicites comme Silk Road
qui était la plateforme sur le Darknet qui vendait des produits stupéfiants. Ansa, MTGOX, qui était une des plus vieilles plateformes de crypto-monnaie qui a été hackée, on a retrouvé les bitcoins. Et donc, en fait, vous avez beaucoup d'entreprises qui travaillent comme Chainalysis et ScoreChain. Nous, on a ScoreChain chez Quarks. Qui permettent et qui travaillent avec le FBI pour justement traquer ces activités illicites. Alors, vous avez toujours des mixeurs qui sont des plateformes qui, entre guillemets, vont permettre de faire rentrer des crypto-monnaies et d'en faire ressortir d'autres. Par contre, elles ont une note dégradée et elles ne sont pas acceptées sur tous les exchanges. Vous avez encore, une fois de plus, dû voir ces gros titres sur les échos, 10 milliards de dollars d'activités illicites financées en crypto lors de la crise du Covid. Vous n'avez pas cliqué sur le lien et vous êtes passé à autre chose. Vous avez dit, la crypto-monnaie sert à financer le terrorisme. Pour autant, vous auriez dû cliquer et qu'est-ce qui est écrit juste en dessous? Les activités illicites n'ont représenté qu'une très faible partie, 0,3% des volumes réalisés sur le Bitcoin. Quand vous regardez comment est utilisé le dollar et l'euro dans les activités illicites, si vous prenez les statistiques de l'ONU, c'est entre 2 et 5% du PIB. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez un rapport de 10 sur les crypto-monnaies. Et c'est logique. Personne n'utilise, enfin, vous en avez qui l'utilisent, mais très peu parce que vous avez une transparence et vous avez de grandes chances de vous faire attraper. J'ai l'exemple très concret du Hamas qui, en avril 2023, a décidé d'arrêter d'accepter les bitcoins en dons parce que les donateurs se faisaient arrêter et les bitcoins étaient gelés par Israël. Donc, on voit bien que utiliser les crypto-monnaies pour les activités illicites, c'est quand même plutôt une mauvaise idée. Donc, en conclusion, on le voit, on est rentré dans une nouvelle ère, selon nous, le 10 janvier 2024, l'ère de l'institutionnalisation des crypto-monnaies et notamment de Bitcoin avec l'arrivée de l'ETF. On pense qu'on va partir sur un super cycle d'une dizaine d'années où on va voir la possibilité que la finance traditionnelle s'approprie cette nouvelle classe d'actifs. Et là, on ne parle pas de millions ou de milliards, on parle de milliers de milliards. Vous avez BlackRock et Fidelity qui pèsent à peu près 15 milliards à eux deux et qui ont commencé à permettre aux Américains d'investir massivement dans Bitcoin et dans les crypto-monnaies. Donc Bitcoin, vous l'avez compris, on parle vraiment de crypto-monnaie. Pour le reste, on pourrait parler de crypto-actifs. Pourquoi crypto-monnaie? Parce que du coup, on va parler de réserve de valeur, mais aussi qui a la possibilité d'être une monnaie grâce au Lightning Network. On en parlera plus tard. Et donc, du coup, si on devait le comparer à l'or, on a essayé de faire un parallèle. Bien évidemment, il est difficile. D'un côté, vous avez l'or qui est emblématique, qui a 7000 ans de vie, qui a une capitalisation de 14 trilliards, 14 860 milliards actuellement, à comparer à Bitcoin, 1360. Donc, on est sur un rapport de 1 à 10. Et pourtant, on peut se dire que dans les prochaines années, il y a de fortes chances pour que Bitcoin rattrape l'or et voire même le dépasse s'il s'impose comme une monnaie internationale. Donc, du coup, en termes de combat, on pourrait dire Bitcoin est rare, l'or est rare sur Terre, mais dans l'univers, il n'est pas tant que ça. Je vous laisse aller voir la comète Psyché qui est en train d'être analysée par la NASA, qui est composée à 90% d'or. Je crois que la comète va être analysée d'ici 3 ans. Il y a une sonde qui est partie. Donc, Bitcoin, lui, est bien défini et ne changera pas de ses 21 millions et de son inflation qui est prévue jusqu'en 2140. Ce qui manque, bien évidemment, à Bitcoin, c'est son acceptation. On est au tout début, on est proche des 5% de taux d'adoption. Et comme je vous disais, on a ces 2 millions de Bitcoins qui sont disponibles à l'achat et qui créent aussi, avec les afflux des ETF, un courant acheteur très, très fort. Théo, si tu peux nous parler un peu des performances Oui. de Quarks.
Donc, chez Quarks, on a deux mandats, deux offres. Donc, un mandat dynamique et un mandat équilibré. Dynamique, donc, où on va aller chercher un peu plus de performance, donc, qui s'accompagne également avec plus de risques. Donc, comme on peut le voir, une volatilité sur un an de presque 50%, mais 41% pour notre mandat équilibré. La performance year-to-date, donc depuis ce début janvier 2024, est de 62,6% pour le dynamique et 47,9% pour l'équilibré quand même. Elle s'explique notamment par notre surpondération de Bitcoin pour l'année 2023 et également début 2024. Tout simplement lié aux signaux de notre algorithme qu'on a suivi. Merci Léo. Là, on peut voir la performance de notre portefeuille dynamique depuis 2014. Donc, c'est principalement à partir de 2014 du backtesting et à partir de octobre 2022, c'est en réel. Donc, on peut voir notre portefeuille dynamique comparé à Bitcoin, l'ensemble du marché crypto et le Nasdaq. Donc, on surperforme largement ces différents marchés. On est à plus de 84,7% par an depuis 2014. C'est une performance nette de frais. Ce qui est important de dire et aussi pourquoi on montre ce graphique, c'est l'importance d'avoir une vision long terme. On voit la volatilité est très forte. Un client qui aura investi en 2014 va connaître une phase de baisse de 65% de son portefeuille. Il va attendre 2 ans et demi avant de retrouver sa mise de départ. D'où l'importance d'avoir vraiment un horizon d'investissement d'au minimum 5 ans. Ce qui est d'intéressant aussi, c'est de voir que là, on est revenu sur les points hauts, mais c'est souvent ce moment-là où le marché enchaîne sa phase la plus haussière et qu'on peut s'attendre à avoir des rendements, des returns de l'ordre de x2, x3. En tout cas, c'est ce qui s'est passé sur les derniers cycles. Et nous sommes confiants sur 30% par an capitalisé sur les 10 prochaines années. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cette présentation, c'est aller voir la mini-série sur Arte, Le mystère de Satoshi. C'est 6 épisodes de 11 minutes qui mettront en image ce qu'on a pu dire aujourd'hui, mais aussi vous faire réfléchir sur la valeur de l'argent, notamment vos euros et vos dollars que vous détenez en banque. On vous remercie beaucoup pour votre attention. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une table ronde la semaine prochaine, toujours sur le thème de la crypto-monnaie, bien sûr, à Paris. Donc, il reste des places si vous souhaitez vous inscrire. Et enfin, le prochain webinaire qui traitera bien évidemment de la crypto-monnaie. La crypto ne sert qu'à spéculer, c'est vrai ça. On essaiera de traiter justement des cas concrets où il y a des clients qui disent « bah oui, c'est juste un environnement spéculatif ». On apportera justement des cas extrêmement concrets d'utilité de la crypto-monnaie, que ce soit dans la finance décentralisée, dans la tokenisation d'actifs réels, dans les jeux, dans les réseaux physiques décentralisés. On traitera ça le 23 avril, donc tous à vos tablettes pour noter. Je vois, on est en avance sur notre temps. Est-ce qu'il y a éventuellement des questions? Sinon, je pense qu'on pourra laisser les gens aller déjeuner. Mais en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat. J'essaie de voir. Après, si on n'a pas de questions, c'est qu'on a été plutôt clair. Donc, c'est plutôt bien. C'est plutôt bon signe. Didier, Théo, vous ne voulez pas ajouter quelque chose? Non, peut-être juste un point sur la gestion de portefeuille. Effectivement, nous on recommande aussi aux clients d'avoir bien sûr entre 2 et 2% d'exposition à la classe d'actifs, ce qui est aussi, encore une fois, on voit les performances, on voit la volatilité, mais bien sûr, c'est intégré dans une stratégie patrimoniale plus large, donc toujours à avoir en tête. Donc, nous, on est clairement d'avis de fournir l'exposition la maximale à la classe d'actifs sur nos mandats de gestion, même si le mandat équilibré joue sur la proportion de cash en fonction des phases de marché. Mais encore une fois, ouais, on a aussi une position d'or tokenisée sur le mandat équilibré qui nous permet d'avoir une certaine décorrélation et une maîtrise de la volatilité, même si ça ne se traduit pas. On est un peu loin de notre objectif
sur ce mandat équilibré de 30% par an de volatilité. C'est vrai que Bitcoin et Ethereum dans le portefeuille ont très très bien performé, et ce qui explique aussi pourquoi certainement la volatilité est au-dessus des 40%. Bon, ben, si je regarde, on a, je pense, terminé, il n'y a pas de questions. Je vous remercie à tous pour votre participation, et puis je vous dis au mois prochain pour un nouveau webinaire. Merci à tous, à la beaucoup. prochaine. Merci à tous. Au revoir.